Mercredi 24 avril 2019, dans le cadre de la campagne des élections européennes, le député européen sortant et candidat sur la liste Envie d'Europe, commune au Parti socialiste, au Parti radical de gauche, à la Place publique et à Nouvelle Donne, Éric Andrieux, s'est rendu au Muro. Il est venu pour une visite du parc Molière et de ses innovations, mais aussi pour présenter le programme de la liste qu'il défend dans le pôle Molière. Non, je tiens vraiment à participer chaleureusement. Michel Carrière, ici présent, qui a pris du temps pour nous faire découvrir ou redécouvrir pour les Muriotins le parc Molière et son magnifique cadre naturel. Voilà, je tiens évidemment à remercier Monsieur le maire pour de nous héberger aussi ici au pôle Molière dans cette très belle salle lumière. Vous dire tout simplement merci Monsieur le député européen d'être venu. Alors au Muro on a beaucoup de chance pour la bonne et simple raison qu'on en est quand même, si je ne me trompe, côté socialiste, enfin les côtés gauche, démocrate, etc. À au moins notre troisième député en visite, puisqu'on a eu l'honneur d'avoir Pervenche Berès également chez nous. On a eu Christine Revaud-Dallon qui nous a fait le plaisir d'intervenir sur un forum des lycéens il y a relativement peu de temps et on vous avoue aujourd'hui. Donc merci beaucoup. En plus, vous avez une assemblée de qualité. Alors j'ai déjà parlé des socialistes, alors je ne vais pas en reparler. Mais parmi eux, on a notamment Michel ici présente, qui est donc notre présidente de l'association des élus, bien sûr. Et puis on a tout on a un aéropage. Si je commence à rentrer dans le détail, je pense qu'on en a pour la soirée. Mais voilà. Et on a aussi, et heureusement, des citoyens qui nous font le plaisir d'être avec nous pour parler un peu élections européennes. Je ne vais pas m'apesantir parce que sinon on en a pour la soirée. Je laisse la parole rapidement à Dinaba, qui est aussi notre secrétaire national à la mobilisation citoyenne, à la vie citoyenne. Voilà. Et puis Monsieur le maire, aussi, naturellement, il a moins l'habitude d'intervenir en intermédiaire comme ça, mais nous fait l'honneur de nous dire un petit mot et on le remercie. Et puis bien sûr, Monsieur le député fera une petite allocution, prendra éventuellement quelques questions aussi, il y en a, parfait. Et on vous invitera tous à partager le verre et la nourriture de l'amitié parce qu'il fait faim aussi. Voilà, bonne soirée, merci. Donc merci à vous d'être là. Donc merci à toi Eric de me faire le plaisir d'être présent. J'ai aussi le plaisir d'accueillir notre camarade Isabelle Amalio, donc des radicaux de gauche, tout à fait, et qui est aussi candidate sur notre liste de rassemblement pour les européennes. Donc c'est bien parce que du coup ça nous permet aussi de renouer et de renforcer les liens qui existent déjà entre nos deux formations politiques. Je remercie aussi les élus du conseil municipal qui sont aussi des radicaux qui sont présents ici, Papa Wally et Louis. Je pense que c'est aussi important que justement on puisse tous dialoguer et qu'on puisse aussi échanger sur ce scrutin des élections européennes qui est quand même un scrutin très important. Même si on a du mal à ce que nos concitoyens s'emparent de la question européenne. C'est aussi pour ça qu'on voulait cette rencontre avec Eric, pour justement discuter Europe, parce que c'est quand même un challenge très important pour nous. Et puis l'Europe, c'est aussi une entité qui nous accompagne, même si peu le savent, dans notre quotidien, dans nos politiques publiques. Et c'est important aussi de rappeler quelle est la place de l'Europe dans notre travail aussi d'élus, mais aussi en tant que citoyen, comment elle peut accompagner les grands projets qu'on peut mettre en place jour après jour. Donc voilà, je vais laisser la parole à François, notre maire qui nous fait le plaisir de nous accueillir, et ensuite nous échangerons autour de la question européenne. Déjà, premièrement, j'ai une certaine satisfaction à prendre compte que le Parti socialiste n'est pas mort. Donc c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les médias quand même nous coupent un peu de tout, et il est intéressant que les sociodémocrates soient présents. Ça me semble important. Ensuite, ça me fait plaisir de recevoir Eric, d'autant plus que je connais un peu les massifs de la Clappe, les Corbières, etc. Et donc c'est toute une histoire. Les massifs de la Clappe et les Corbières, c'est toute une histoire. Et puis de voir qu'Isabelle aussi, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter. Ce que je voulais vous dire, là, il va y avoir pendant 3 semaines, on a d'autres candidats qui vont passer, d'autres
candidats donc, que j'accueillerais, certains, mais certains que je n'accueillerais pas. Alors par contre, je sais que les écologistes veulent venir, les partis de liste, je sais que d'autres veulent venir, il y a En Marche qui veut venir, Bellamy est venu au niveau d'Ariane Group. Bien évidemment, je ne recevrai pas le Front National et d'autres. Par contre, ce que je vous souhaite, et ce que je souhaite, et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe a été importante pour nous, pour l'euro. Et quand je dis l'Europe a été importante, c'est vrai qu'on a touché beaucoup de financement, et la France a touché beaucoup plus. Et il y a une injustice vis-à-vis de l'Europe, c'est qu'on n'est pas capable de dire exactement ce qui a été fait, aussi bien dans les communes, par rapport à l'habitant, et souvent on nous a embarqués sur des débats beaucoup plus importants que justement ce que nous avons vu. Et moi je trouve un peu aussi dommage, on est dans une région qui s'appelle l'Île-de-France, dans laquelle il y a une plus grosse représentation qui est à Bruxelles, qui ne joue pas non plus son jeu, il ne joue pas son jeu du temps de Huchon, et il ne joue pas plus son jeu du temps de Pécresse. Donc ça ne devrait pas venir en même temps. Parce que j'ai qu'aujourd'hui, ça ne joue pas le jeu. Et c'est vrai que, j'en avais discuté avec Pierre Moscovici, etc., je pense qu'aujourd'hui l'Europe a besoin, on en a besoin, et au contraire, je sais bien que Jean Parra, tu es député européen, et je te souhaite des députés européens nouveaux, mais c'est vrai que c'est quelque chose dans l'équilibre du monde, c'est important que l'Europe fonctionne. Après, on pourrait discuter longuement sur. Donc, ce que je souhaite à la liste social-démocrate, et en plus, ce que je trouve satisfaisant, c'est qu'a priori, sa tête de liste a dit où il siégerait, parce que ça ne semblait pas si simple. D'ailleurs, avec un ancien haut personnage de l'État, qui est Ruud Rivoli, il se posait la question, et je pense que maintenant, il n'y a plus de questions à se poser pour savoir pour qui il doit voter quand on vote. Après, c'est vrai qu'on est dans une situation difficile. C'est vrai qu'on est certains qui avons appuyé Macron, honnêtement, parce qu'on n'avait pas de solution. Et la solution avant n'était pas une solution pour nous. Et d'autant plus quand on l'a vécu dans les Yvelines. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes proche de lui, certains, etc. Mais nous, en Yvelines, il a fait des dégâts importants. Et quand je dis des dégâts importants, on ne fonctionne pas sur une politique communautariste, on ne fonctionne pas non plus de la façon avec d'autres. On a pu le subir, notamment à la communauté urbaine, où des gens ont été nommés et ne sont jamais venus en tant que tels. Donc ça, c'est pas une façon de fonctionner. Alors il y a une belle dialectique, je le reconnais, mais c'est peut-être quand on est frondeur, c'est important, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire le ménage. Donc, bien évidemment, je vous le dis ouvertement, je pense qu'il ne faut pas se cacher dans ce qu'on pense, mais aujourd'hui, moi, je crois beaucoup à la social-démocratie. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, Macron, c'est très dangereux où on va, il ne se rend pas compte, et je trouve qu'il nous a méprisé les élus. Moi, il m'a fait deux entourloupes, avec Jean-Louis Borloo, quand on a rédigé, dans lequel il nous a complètement ignorés, il nous a traités de main blanc. Et deuxièmement, quand nous sommes allés à l'Élysée, il ne nous avait pas dit qu'éventuellement ils avaient invité des habitants. Ça ne se fait pas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, face à cela, il faut que les partis, et je souhaite que le Parti Socialiste, que d'autres partis, les partis de pouvoir en tant que tels, reprennent le bras. Et je pense qu'au niveau européen, ce n'est pas le vote du 26 mai, parce que plus vous serez près des 10%, plus ça apportera quelque chose, et ça peut être un point de départ. Mais surtout, ne vous associez pas avec ceux qui vous ont fait le mal. Voilà, bonne chance à toi, Eric. Je te souhaite d'être député, et je souhaite surtout que tu ne sois pas le dernier. Il y en a 4 ou 5, je souhaite. Et puis je vous souhaite surtout, je pense qu'il y a une position social-démocrate à défendre, et surtout, revenons à la social-démocratie, et n'ayons pas honte à certains moments pour tes enfants. Voilà. Merci à toi. Je vais vous expliquer un petit peu le travail qu'il a mené à l'Europe, des combats aussi qu'il a menés, notamment contre les glyphosates, et puis nous réconcilier un petit peu avec l'alimentation plus saine, et d'avoir une gestion un peu plus humaniste aussi de nos ressources. Et je pense que c'est important aussi parce qu'à l'heure où on sait que l'urgence climatique nous tient tous en haleine et que de nombreux spécialistes nous disent qu'on aura 10 ans pour changer les choses et pas plus, il faut vraiment que cette question de l'écologie nous tienne avant toute chose, mais elle doit être effectivement quelque chose qu'on doit retrouver dans toutes nos actions
au quotidien, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur l'économie. Et on sait que c'est possible parce que la transition écologique peut créer de l'emploi, peut aussi nous permettre de voir l'Europe et le monde autrement. Merci de t'apporter parole d'accueil et de guide finalement sur ce que je vais dire. Je ne sais pas si je vais totalement suivre ce qu'elle a dit. On est un peu rebelle, autrement on ne serait pas socialiste. C'est pas drôle. Non, je dis tout d'abord remercier Isabelle d'être là. Voilà. Parce qu'elle est depuis peu colistière, finalement, on va dire ça comme ça, voilà, puisque finalement la volonté de rassembler la gauche n'était pas qu'un mot, hein, donc voilà, et depuis des mois, nous travaillons à ça collectivement, et je suis très heureux, voilà, que les radicaux de gauche aient rejoint cette aventure, puisqu'il s'agit d'une aventure, j'en dirai quelques mots tout de suite, et puis elle s'exprimera tout à l'heure, on va faire un truc très light et très simple entre nous, une discussion, hein. Je ne sais pas qui a dit qu'il n'y aurait pas trop de questions, l'idée c'est qu'on puisse échanger, discuter, plutôt qu'on fasse un propos liminaire, magistral, trop important. Et je voulais quand même revenir sur les propos de François, et puis d'abord remercier la Fédé pour l'organisation, quelques jours donc, voilà, de cette visite, parce qu'à vrai dire, ça s'est décidé il y a 2 jours et demi, tout ça se fait dans l'urgence, voilà. Pour te dire, au moment où vous voyez là, je devrais être aux Antilles, à vrai dire, donc il y a des choix, il y a des aléas calendaires, et puis voilà, qui font que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Et donc c'est très heureux d'être vraiment là avec vous dans les Yvelines, et puis très heureux d'avoir vu ce que j'ai vu aujourd'hui. Voilà, le projet de carrière, nous étions quelques-uns tout à l'heure à discuter avec ces militants d'une cause finalement, mais qui n'est pas qu'une cause locale, mais qu'une cause qui dépasse l'enjeu local, qui montre bien, de ma lecture dans tous les cas, que ce que nous avons vu est illustratif d'une problématique beaucoup plus globale, sur les questions de climat, les questions de rapport à la démocratie, du non-respect, donc, comment dire, des multinationales, du pouvoir démocratique du peuple. Donc on pourra en discuter tout à l'heure, parce que certains étaient là, et je trouve ça très intéressant comme approche, par exemple. Et puis là, tout à l'heure, ce que Michel m'a fait découvrir à travers le projet urbain à Desmureaux, que j'aime passer d'élu local. Vous savez, je ne suis pas né député européen, parce que j'ai été aussi maire, vice-président d'un département, vice-président d'une région, donc président de l'intercommunalité, bon, tout ça. Et donc, ce que j'ai vu tout à l'heure là, ici, au bureau, ça me parle, pas qu'uniquement en tant que député européen, mais parce que j'ai eu à charge un certain nombre d'aménagements dans mes territoires passés. Voilà, c'est une vie antérieure. Et sincèrement, c'est une réalisation d'exception. Voilà. Je le dis ici, et je ne sais pas s'il y a encore des élus de la municipalité, mais toi, voilà. Mais voilà, toi qui es là, donc voilà. Parce que c'est rare dans des collectivités, et donc moi, lorsque j'étais vice-président de la région Languedoc-Roussillon, des anciennes régions, donc voilà, je m'occupais de tous ceux qui étaient des liens, en fait, supraterritoriaux, le lien entre la région, l'État, l'Europe, tous ces grands contrats, vous savez, contrat État-région, contrat Europe-région, et tout ce qui était infraterritorial, c'est-à-dire qui créaient les contrats avec les agglos, c'était l'émergence des communautés de communes, les agglomérations, les pays, donc voilà, et donc j'avais cette responsabilité-là, et du coup, j'avais cette vision d'aménagement, c'est mon job initial, mais et ce type d'exemple, comment dire, global aussi intégré, est assez rare. Voilà, je dois vous l'avouer, j'en ai rarement vu dans ma carrière, qui commence à être longue finalement. Donc voilà, et je trouve que c'est vraiment très intelligent d'avoir joué cette carte-là, si je peux me permettre, donc autour de l'eau, de comment gérer finalement le déplacement, les mobilités, l'économie présentielle, comment, voilà, et l'intergénération, puis l'interculturel. Enfin bref, voilà, je trouve que c'est un projet urbain exceptionnel, voilà, je le dis tel que je le ressens. Et moi, je voulais vous remercier, puisque François est parti, donc le lui dire vraiment avec beaucoup de reconnaissance, hein, parce que c'est très parlant. Et je me disais que l'Europe, je vais y venir, devrait beaucoup plus s'inspirer des réalités territoriales. Voilà. On regarde mon parcours, je suis un farouche défenseur de la démocratie participative, de la citoyenneté active, donc c'est ce qui m'a permis de tenir mes engagements depuis tout le temps. Hein. Je suis issu de l'éducation populaire, donc voilà, ça aide, hein, quand on pense beaucoup à la notion de conscience collective, les projets communs. Et je trouve que l'Europe devrait s'inspirer de ces réalisations-là et être beaucoup plus attentive à cette notion donc, de transfert d'expérience, des échanges de bonnes pratiques. Parce qu'au niveau des réseaux de ville européens, vous savez, ce matin, je planchais, parce que nous auditionnons, c'est la mode, donc voilà, devant l'association des villes de France, oui, tout à fait. Et je leur disais ça également, je disais qu'il fallait vraiment qu'ils se manifestent, parce que les villes en Europe,
alors avec les agglos donc, hein, ça représente les 2 tiers de la population européenne. Ça représente 84% du PIB européen, ce qui n'est pas rien. Donc on ne peut pas ignorer le fait urbain. Il faudrait que l'urbanité, au niveau européen, se revendique beaucoup plus fortement dans les politiques communautaires. Et nous, l'Union européenne doit, dans ses politiques, à l'avenir, être beaucoup plus attentif à ces notions-là pour transférer les bonnes expériences. Ça, c'est ma lecture. Parce qu'il y a ce mouvement européen qu'on appelle le bottom-up, je vous disais tout à l'heure, c'est le mouvement ascendant, voilà, sur lequel la créativité, l'imagination, elle est aussi souvent plus près des acteurs de terrain que ce qu'elle est dans nos sphères européennes, donc où on a tendance à penser l'administration territoriale et pas forcément le projet territorial. Ce n'est pas les mêmes choses. Et le projet territorial, pour moi, dans tous les cas, c'est une des causes que nous défendons d'ailleurs avec la liste, se fait avec les femmes et les hommes qui vivent au plus près du territoire. Et que là, cette question-là, c'est le terme un peu peut-être barbare, de subsidiarité, c'est-à-dire rapprocher le pouvoir du bénéficiaire, de l'acteur, du citoyen, n'est pas qu'un mot lâché au hasard. Et que l'Union européenne, dans ses politiques, serait bien inspirée, voilà, je parle de la Commission principalement, de renforcer la subsidiarité, de renforcer le pouvoir de l'action ou de l'accompagnement financier des principaux bénéficiaires. Et lorsque je sais sur des projets comme les vôtres ici, ce qu'a mené l'Union européenne en termes de financement, puisque François me l'a lâché tout à l'heure donc discrètement, je me dis que finalement, c'est pas inintéressant de dire à nos habitants que l'Europe est présente dans leur quotidien. Et que l'Europe du quotidien, elle est bien plus présente que ceux qu'on ne le croit. Et c'est vrai pour les aménagements, ici il y a eu beaucoup de FEDER, pour les infrastructures, pour les structures de culture, d'éducation, de santé, mais c'est vrai aussi pour les mobilités, c'est vrai pour la formation, c'est vrai pour l'insertion. Il y a des fonds comme le Fonds social européen qui viennent souvent accompagner la plupart des formations professionnelles, qualifiantes ou d'insertion. Mis à part que les bénéficiaires souvent ne le savent pas. Voilà, et que c'est vrai ici, dans un milieu urbain, comme c'est vrai en milieu rural. En milieu rural, quand vous allez faire le plein dans une station de service dans un espace rural, souvent vous pouvez le faire parce que l'Union européenne a participé du financement de cet équipement-là. Quand vous allez faire des courses dans une supérette en milieu rural, souvent vous pouvez aller vous alimenter parce que l'Union européenne a participé du cofinancement de cet équipement-là. Et je pense qu'il faudrait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens et pas assez de revendications sur cette Europe du quotidien. Et moi, je la revendique, de par mon passé, bien sûr, donc, et je la défends. Et puis, par rapport à François, c'est assez rigolo, d'ailleurs, de se retrouver ici, parce qu'il connaît excellemment le département de l'Aude dont je suis originaire, et nous avons des amis communs, c'est assez rigolo de se retrouver ici, donc, et d'échanger en 5 minutes, et puis on a fait le tour de nos amis communs, ils sont assez nombreux, finalement. Voilà, donc quand il reviendra à Narbonne, donc il sera bien sûr invité en tant que citoyen d'honneur, voilà, on va dire ça comme ça. Mais je pense que son travail sur la commune, en particulier sur l'eau, peut être totalement transférable à une ville comme celle de Narbonne. Je ne sais pas si vous connaissez Narbonne, mais c'est traversé par un canal, et la structure de la ville est organisée autour de linéaire d'un canal. Mis à part que la municipalité actuelle n'a pas du tout l'intelligence que vous avez ici, donc d'appréhender l'eau comme un élément structurant en matière d'urbanité et d'aménagement. Et je pense que votre exemple, d'ailleurs je le suggérais, même si nous ne sommes pas de la même couleur politique, pour qu'ils viennent s'inspirer du travail qui a été fait ici, parce que je pense que c'est important. Et puis, je vais rebondir sur les propos de François pour enchaîner avec le fait européen. Et la social-démocratie, vous avez parlé du Parti socialiste. Aujourd'hui, l'heure est vraiment au rassemblement. Et moi je vous le dis, parce que je sais que vous avez vécu ces histoires récentes avec pas forcément toujours sans difficulté. Moi je le vis vraiment, mais passionnément, comme un moment historique et fondateur de notre pensée. La question, c'est pas pour moi, bien sûr que c'est moi j'ai toujours été socialiste, donc je le resterai, voilà, j'ai pas dit au Parti socialiste, et je le resterai aussi. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui nous dépasse le Parti socialiste, nous dépasse nous en tant qu'acteurs socialistes. L'enjeu aujourd'hui, il est de remettre, je le crois, on peut ne pas être d'accord évidemment, c'est l'objet de la démocratie, mais c'est de remettre les valeurs du socialisme au cœur du débat politique. Et que l'on soit écologiste, que l'on soit radicaux, que l'on soit, je ne vais pas aller au-delà parce que finalement, voilà, UDE, CAP 21, j'en sais rien, ou qu'on soit Place Publique, ou qu'on soit Nouvelle Donne, puisqu'on est à cet aéropage-là. Ce qui nous rassemble, c'est pas le Parti socialiste, c'est pas
place publique, c'est pas c'est pas les radicaux de gauche. C'est les valeurs que nous portons. Et c'est les valeurs que nous portons quand ils nous regardent de près, bien sûr qu'il va y avoir quelques différences. Mais la matrice qui nous rassemble, ce sont les valeurs du socialisme. Et l'enjeu du moment qui nous oblige, j'ai envie de dire, c'est de reconsidérer cette matrice-là politique. Et lorsqu'on parle de social-démocratie, François l'a dit, je pense que l'enjeu, il est là. Nous sommes en crise en France, nous sommes en difficulté au niveau européen. Pourquoi? Parce que je pense que depuis 40 ans, on a eu tendance à lâcher les valeurs portées par le socialisme ou portées par la social-démocratie au niveau européen. Et que l'enjeu qui est devant nous, c'est de remettre au cœur du débat ces valeurs-là qui sont les nôtres. Celles de l'égalité, celles de l'équité, celles de la justice, celles de la régulation, de la redistribution. Donc ces éléments-là que nous devons remettre au cœur du débat politique. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble. Et ce qu'on redéfinit aujourd'hui, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un moment historique. Quand nous sommes, et là je m'adresse aux socialistes, aux camarades qui sont dans la salle, lorsqu'on finit les dernières élections présidentielles, Benoît, pas Benoît, vous savez, moi j'ai été son porte-parole pour l'agriculture. C'est moi qui ai rédigé, je peux le dire maintenant, il y a prescription, donc le projet agricole pour le présidentiel. Ça m'a coûté beaucoup de nuits de travail, pour tout vous dire, voilà. Et bon, quand il a quitté le parti, qui m'a même pas passé un coup de fil pour dire qu'il quittait le parti, bon, ça c'est notre histoire, c'est comme ça, hein, voilà. Moi, c'est pas la conception du parti, la notion de fraternité, si vous voulez, dans une dynamique politique, pour moi, elle est essentielle, voilà. Et je ferme la parenthèse, c'est comme ça. Mais, comment dire, aujourd'hui, l'enjeu qui doit nous rassembler, c'est cette question-là, du projet commun. Et le projet commun autour des valeurs qui sont les nôtres, c'est celle du socialisme. Et quand aujourd'hui on se retrouve autour d'une table pour dire c'est pas possible entre Le Pen et entre Macron et entre Mélenchon, parce que Mélenchon, pour moi, c'est un élément à part, on a des vraies différences. Moi, j'ai des vraies différences avec l'approche politique de Jean-Luc Mélenchon et donc de la France Insoumise. Je ne sais pas, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais pour le reste de l'aéropage de gauche, que ce soit Yannick Jadot, Benoît, même si on peut avoir quelques... Yann Brossard, les communistes pro-européens, sur le fond, et nous tous qui sommes ensemble maintenant, on n'a pas beaucoup de différences sur la vision de l'Union européenne. La question, c'est de définir collectivement le projet commun sur l'enjeu européen. Et je pense qu'il est essentiel. Parce que depuis 40 ans, on s'est fait aspirer, ça c'est ma lecture, donc par le mirage d'une vision libérale du monde. Et nous, les socialistes, c'est pas la question du mandat de François Hollande, c'est Hollande, c'est le résultat d'un moment de notre histoire. Mais la question est beaucoup plus profonde. Moi, j'analyse ça fait 40 ans de mandat. On a dérapé dans les années 80. C'est le consensus de Paris, puis le consensus de Washington, où on a effectivement commencé à déraper, puis après la crise de 2008, plus récente, donc, sur lesquelles on n'a pas su remettre le sens et la valeur qui sont les nôtres au cœur du débat politique. Et que cette lecture-là, il faut, je pense, qu'on la fasse avec lucidité. Et que le fait qu'on se fait aspirer par la vision libérale, ça nous conduit au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est nous qui sommes responsables, mais on a participé d'eux. C'est ça que je veux dire. Et que si on a participé d'eux, il faut qu'on en prenne notre part. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on peut avoir avec lucidité une analyse du moment, de l'histoire récente, du moment présent, et surtout un regard porté sur ce qui nous reste à faire. Et le regard porté, c'est ce qui a été dit, c'est un regard nouveau sur l'équilibre de la social-démocratie. Nous avons fait ça au Parlement européen pendant une année complète. On a travaillé avec le groupe social-démocrate sur finalement quels étaient les enjeux, pourquoi nous étions en crise au niveau européen, et quels étaient les enjeux pour redéfinir une social-démocratie, je ne sais pas si on peut dire moderne, mais dans tous les cas, qui pose les actes différents de ce qu'on a fait par le passé. Je l'ai évoqué tout à l'heure, donc rapidement dans la réunion. Et donc nous arrivons effectivement à ce que j'appelle moi le triangle d'or, finalement, à un équilibre, de mettre à même égalité d'importance la notion de l'économie, de la notion de l'écologie, de la notion du social. Et nous, les sociodémocrates, nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir porter ces valeurs-là, d'un équilibre sur ces trois valeurs-là. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les Verts, eux, portent la vision écologique. Très bien, c'est tout à fait respectable, mais je pense que c'est nécessaire, mais pas suffisant, et j'écoute Jadot régulièrement, c'est pas suffisant au projet politique, il y a l'enjeu politique qui est devant nous. Les libéraux vont porter le volet économique qui n'est pas le nôtre, avec un regard très libéral sur l'économie.
avec toujours cette croyance sur la main invisible, sur le ruissellement, qui a montré les dégâts, je vais dire de mots, auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui, parvenus aujourd'hui. Bien, nous, il faut reconsidérer l'ensemble du triptyque. Et c'est rien d'autre que de s'appuyer sur la décision de l'ONU en 2015, de s'appuyer sur les 17 objectifs de développement durable, qui reposent des questions sociétales donc, et de développement. C'est ça la nouvelle matrice de la social-démocratie, et je crois que c'est sur cette base-là que l'ensemble des partis qui se retrouvent sur la liste donc, Envie d'Europe ont envie de porter un projet différent, avec une lecture différente du projet européen. Et c'est ce qui anime le combat collectif qui est devant nous. Et je pense que cette approche-là, il faut la revendiquer. Pourquoi il faut la revendiquer au niveau européen? Parce que c'est une échelle intéressante, et fort heureusement qu'elle arrive après, c'est la première élection qui arrive avant les municipales, parce que si on avait eu les municipales avant, je pense qu'on serait rentré très vite sur des logiques d'alliance contre nature, et pas sur le fond. L'élection européenne nous oblige à penser le fond idéologique et politique et prospectif. Et que la question de mettre en équilibre l'écologie, le politique et l'économique est un élément salutaire, non pas pour le Parti socialiste, mais pour la gauche française et européenne. Et qu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, l'enjeu, c'est celui qui est sur l'affiche. C'est celui de l'envie d'Europe. Si la liste s'appelle Envie d'Europe écologique et sociale, ben, tout est dit, quoi. Le regard que l'on porte sur l'envie d'Europe, sur l'Europe de demain, pardon, c'est une envie d'Europe. Et c'est une envie d'Europe écologique et sociale. Et si on parle d'envie d'Europe écologique et sociale, ben, à terme, cette Europe-là, elle ne peut être que fédérale. Il faut le dire. Oui, pas à court terme, mais à moyen terme, la vision que nous portons sur cette liste-là, c'est une vision d'une Europe fédérale. Pourquoi? Je répète trop, je m'excuse, je prends une fois importante, mais parce que quand on est marié, quand on est seul, on a toujours tendance à oublier maintenant qu'on est plusieurs. Donc je vais écouter mon propos, et je m'excuse par avance, mais là je suis obligé d'aller jusqu'au bout de ma lecture, pourquoi on évoque ça. Pourquoi? Parce que, comment dire, parce que d'abord, il faut démystifier quelque chose. L'Union européenne, oui, elle est bloquée aujourd'hui. Elle est bloquée. Mais d'abord, deux éléments. L'Union européenne, ce n'est pas un corps inerte sans penser. L'Union européenne, elle est conservatrice et libérale. Je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que les gens oublient ça. Sur 28 États membres, il y en a 23 conservateurs et libéraux. Le reste, sociodémocrates, plus ou moins. Parce que bon, il y a l'Espagne, d'accord, et le Portugal, très bien. Mais après, quand on va vers l'Est, on a la Roumanie, ou on a Malte. Donc on peut s'interroger, si vous voulez, il y avait la Slovaquie, là c'est réglé. Mais on peut s'interroger sur le niveau de la social-démocratie dans certains pays dits sociodémocrates. Mais globalement, c'est 23 et 5. C'est ça l'équilibre, 24 et 4. Parce que là, on a encore, voilà. Donc ça veut dire que 23, pour ce schéma-là, chefs d'État ou de gouvernement conservateurs ou libéraux, ça veut dire 23 commissaires au sein de la Commission, conservateurs ou libéraux. C'est ça la réalité. Donc, cette commission, cette Union européenne depuis 15 ans maintenant, 17 ans, elle est conservatrice et libérale. Et donc les injonctions ou les impulsions faites sont conservatrices et libérales. Et cette union-là, elle est en échec. Les néolibéraux nous ont amenés dans le mur. Le second élément que je voulais juste développer, c'était qu'il fallait raison garder, ou savoir raison garder. L'Union européenne, elle a à peine 70 ans d'âge. Et moi je vous invite, pour un petit peu prendre de la respiration, avant ces élections, à faire un exercice simple, c'est de faire sur une feuille de papier, de mettre 3 échelles de temps. Le temps, finalement, de l'humanité, voilà, c'est un détail. Le temps de la France, de l'histoire de France, et le temps de l'histoire de l'Union européenne. Et vous vous rendrez compte que le temps de l'histoire de l'Union européenne, ça ne représente même pas une tête d'épingle. Une tête d'épingle. Et qu'au-delà de ça, à ma connaissance, l'histoire de la France n'a jamais été linéaire. On a eu quelques guerres, quelques révolutions, donc il fait que quand on regarde l'histoire de la France, on a qu'il y a une sinusoïde assez flagrante. Pourquoi l'histoire de l'Union européenne serait linéaire, sans crise, alors qu'on rassemble 28 États, pour l'instant, 28 cultures, 28 histoires, 24 langues différentes? Elle ne peut pas être linéaire. Oui, aujourd'hui il y a de la crise, oui, il y a du montée du populisme, mais du calme. Ne jetons pas l'Union européenne comme ça de revers de main, parce qu'elle serait en crise aujourd'hui. On n'a jamais renié ou jeté notre histoire de France, parce qu'on a vécu dans notre histoire de la temporalité. Donc il faut replacer l'enjeu de l'Union européenne, de mon point de vue, à l'échelle de la temporalité. Et l'enjeu qui est devant nous,
C'est l'enjeu de la place de l'Union européenne dans le monde. C'est ça la clé qui nous oblige aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 1989, le monde a changé. On n'est plus sur un monde bipolaire. On avait les Américains d'un côté, on avait l'URSS de l'autre, qui stabilisait le monde. Et on s'est construit pendant 70 ans dans l'entre-soi. On était 6, et puis 9, puis 15, aujourd'hui 28, demain peut-être 27. Et on s'est fait dans l'entre-soi parce que le monde était en équilibre. Depuis 1989, le monde a changé, le monde s'accélère. Parce qu'on n'est pas sur un monde bipolaire, on est sur un monde multipolaire. Et les autres États-continents vont très vite aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que la question préalable qui est posée, et je vais m'arrêter là pour ouvrir le débat, c'est la question de savoir quelle place l'Union européenne veut jouer à l'échelle intercontinentale. Si l'Union européenne a l'ambition de jouer un rôle de continent d'équilibre pour la sécurité et la défense, d'équilibre pour le climat, d'équilibre pour l'immigration, d'équilibre pour le commerce international, d'équilibre pour la stratégie alimentaire au niveau mondial, eh bien il faut donner des moyens au continent européen pour qu'il puisse négocier avec les autres États-continents, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, avec les États-Unis. Et c'est ce qui nous amènera à terme à une Europe fédérale. Parce qu'il y a des sujets, il y a des questions qu'on ne sait pas régler à l'échelle des États-nations. Il faut arrêter de se voiler la face. Autrement, on ne fait que régresser. Et je vous prendrai un seul exemple, après je m'arrête pour de vrai, là, c'est la question de l'alimentation. La stratégie alimentaire, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Nous sommes à 30 ans de 2050. En 2050, nous serons 10 milliards d'habitants sur la planète. Un des enjeux majeurs, ça va être l'enjeu nutritif. Comment on va nourrir, alimenter ces 10 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, tous les autres États-continents sont en train de définir des véritables stratégies agricoles et alimentaires à l'horizon de 2050. Donc ils mettent des moyens dédiés et ils pensent, regardez les Chinois, quand les Chinois vont intervenir en Afrique, au Brésil, en Europe d'ailleurs, partout, ils ne font pas ça pour le plaisir ni des Africains, ni des Brésiliens, ni des Européens. Ils le font au regard d'une véritable stratégie de conquête du foncier, du sol, et ensuite de stratégie alimentaire. Eh bien nous allons être, si on en croit les conservateurs et les libéraux, donc le seul continent européen qui allons diminuer les aides à l'agriculture et à l'alimentation et qui n'avons aucune stratégie de moyen terme en matière de l'alimentation et d'agriculture. Ce qui est, comment dire, une erreur historique du point de vue de la stratégie donc à moyen terme. Et cette question-là qu'on a sur l'alimentaire, on l'a sur la sécurité et la défense, on l'a sur le climat, on l'a sur l'immigration, et on l'a sur les énergies en particulier. Et donc je crois que là-dessus, il faut que nous, en tant que sociodémocrates, en tant que force de gauche, nous ayons en capacité de donner des perspectives dans ces sujets-là et de donner des moyens dédiés, ce qui nous oblige de fait à avancer sur la question de l'écologie. Le climat sera matriciel, et vous le verrez dans les heures qui viennent sur le programme qu'on va vous présenter, sera matriciel de toutes nos politiques publiques, et que l'on ne peut pas avoir un budget en deçà de ces enjeux-là, européens. On ne peut pas avoir un budget qui ne soit pas conditionné par des questions de climat, d'énergie, d'alimentation, parce que c'est l'enjeu donc de demain. Et ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des choix drastiques et stratégiques. Et ça, c'est une matrice qui nous anime sur le commerce international, sur la sécurité, je le redis, sur la santé, sur les énergies et sur l'immigration. Et vous verrez que dans le programme qui sera présenté, vous allez avoir un projet prospectif avec une vision sur l'Union européenne qui engage à la fois le continent européen à l'échelle intercontinentale et qui s'appuie sur le local avec le défi de vouloir relever le pari de lier l'enjeu local à l'enjeu européen et l'enjeu intercontinental. Voilà ce qui anime le fondement de l'équipe.